Bienvenue dans notre webinaire Growth Marketing ou comment accélérer en temps de crise qui a eu lieu le 3 novembre 2020 et dont ce replay, en tout cas l'introduction de ce replay a été réenregistrée suite à un petit problème technique. Et ensuite, la suite était du live euh, qui va s'enchaîner à ce réenregistrement. Ce webinaire est animé par Franck Michel, le CEO de Dixor, organisme de formation spécialisé sur le marketing digital, Fabien Rochette, CEO du groupe Les Causantes, qui est en fait une agence spécialisée growth marketing, entre autres, et Géraldine Cosneau, directrice marketing de Kitok, Kitok, qui est un service de livraison de repas à cuisiner soi-même pré-préparés, et moi-même, qui suis le fondateur d'Origami, école de marketing digital à vocation d'inclusion sociale et d'égalité des chances. Trois parties, une introduction que je vais faire, ensuite une présentation de Fabien sur qu'est-ce que le growth marketing, et enfin une étape, on va dire, cruciale de table ronde sur comment faire pour démarrer en growth marketing. Alors, pourquoi un webinaire sur le growth marketing? On ne va pas se mentir, la publicité connaît des moments difficiles. On est dans une période avec un certain rejet de la pub, que ce soit offline ou online. Les adblockers représentent aujourd'hui 30% des navigateurs. Certains essayent même de pousser pour 40 à 50% d'adblockers sur les navigateurs, qui commencent à poser beaucoup de problèmes par rapport au modèle économique du web. Mais aussi, les boîtes aux lettres commencent à fleurir avec des autocollants stop pub. Les panneaux d'affichage se font démonter dans certaines villes comme Paris. Voilà, la publicité n'a pas très bonne presse. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu le documentaire Social Dilemma ou Derrière nos écrans de fumée sur Netflix, qui montre aussi à quel point le modèle économique de la publicité peut induire des dérives qui vont être assez mal perçues par les personnes. Du coup, même quand la publicité est vue, on ne lui fait pas confiance, hein. Aujourd'hui, 33%, un indice 33 en tout cas sur la confiance dans la publicité, alors que l'avis d'amis est plutôt à 80%, à 80, en tout cas indice 80, et ça c'est si on regarde dans le monde, mais si on regarde en France, c'est même 17 en indice. Donc vraiment une confiance très réduite dans la publicité, ce qui n'est pas terrible, parce que bon, même quand les gens voient la pub, bah, ils ne vont pas vraiment lui faire confiance. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais ça explique peut-être aussi comment on en est arrivé là. La publicité, dans les années 20-30, en fait, on parlait de publicité et propagande. Alors, c'est marrant parce que si on regarde cette publicité, hein, qui était dans un livre, petit livre d'Uno de la publicité, pour une agence qui s'appelle Synergie. Donc, publicité et propagande, on réfléchit, on enquête, on étudie, on conçoit, on réalise, on gère, on contrôle. Ce qui sont à peu près les choses qui sont faites aujourd'hui par une agence de pub encore, hein. Par contre, à ce moment-là, on n'avait pas honte de dire publicité, propagande, même combat. On était sur un âge assez nouveau pour la pub et qu'on peut appeler un âge d'or. Dans les années 50, le marketing a commencé à être théorisé, hein, donc ce sont des choses qui n'ont pas été inventées dans les années 50, mais qui ont commencé à devenir vraiment, on va dire, une science, entre guillemets, avec les 4 P du marketing, hein, le mix marketing, le produit, donc tout ce qui est autour du produit, du packaging, etc. Le prix, donc toute la politique de prix, la politique de positionnement du prix, etc. Place, donc la distribution, tous les canaux, distribution sélective, exclusive, par où je vais être distribué, en direct, pas en direct, et toute la promotion, donc la publicité et toutes les autres voies qu'on peut faire pour promouvoir un produit. Donc, normalement, si un marketeur arrivait à équilibrer ce mix et à trouver les bons ratios, normalement, on devait avoir des bonnes performances et un bon positionnement sur le produit. Derrière ça, d'autres concepts qui sont apparus, comme la segmentation, les personas, où on va coller derrière un masque, finalement, derrière son consommateur, euh, et regrouper tous les consommateurs sous un seul et même segment, avec une communication unique pour ce segment. Donc un segment qui est construit sur des statistiques. Et une citation qui a été attribuée, je crois, à tort à Mark Twain disait il y a 3 types de mensonges, hein. Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. En effet, les statistiques, forcément, c'est, on va dire, un moindre mal, mais en tout cas, ça ne représente pas la réalité exacte du terrain. La réalité exacte du terrain, c'est que ces 20 dernières années, le consommateur a eu de plus en plus de pouvoir. Avant, en fait, on va dire le pouvoir qu'avait le consommateur, c'était acheter ou ne pas acheter un produit.
Aujourd'hui, il a à la fois le pouvoir de promouvoir un produit, mais aussi un pouvoir de le démonter. Typiquement, on a vu pas mal de cas, notamment grâce aux fameuses étoiles des avis clients, où un produit qui n'a pas été apprécié, en fait, ne va jamais décoller parce qu'en fait, il va tout de suite se retrouver avec des très mauvais avis. Aujourd'hui, on a l'habitude de sortir d'un VTC et de noter son chauffeur, et lui-même peut vous noter quand vous sortez de sa voiture. Donc, le consommateur, en fait, aujourd'hui, n'est plus du tout le même, il attend plus du tout les mêmes choses. Il attend, en fait, une communication beaucoup plus directe. Il n'a pas envie qu'on lui parle de pub, et cetera. Il a envie qu'on s'adresse à lui et qu'on discute avec lui. Le consommateur d'aujourd'hui, il est aussi de plus en plus conscient de son environnement. Il est conscient que ce qu'il achète, ce qu'il consomme, va avoir un impact sur le monde fini dans lequel il évolue. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est une réalité perçue, une réalité qu'on vit tous les jours. Et même si nos comportements de consommation n'ont pas encore complètement changé, en tout cas, maintenant, à chaque fois qu'on consomme, on va avoir une petite voix qui nous dit: «Mais est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que» et cetera. Alors, c'est pas pour ça qu'on va la suivre, mais petit à petit, ces comportements évoluent. Et c'est ça qui fait qu'on a un consommateur qui va, par exemple, aller vers du made in France, aller vers des produits plus écologiques, aller vers peut-être vers un peu plus de sobriété. Et ça doit être pris en compte aujourd'hui par les marques. Notre consommateur, il est aussi citoyen de plus en plus. Nous-mêmes, hein, on participe aujourd'hui à la vie de l'économie, mais aussi de la cité. Et la Convention citoyenne pour le climat est un très bon exemple où 15 recommandations ont été faites par un panel représentatif de la population, hein, un certain nombre de personnes qui ont été choisies, ou sélectionnées et tirées au sort, qui ont discuté ensemble et qui ont fait des propositions. Et parmi ces propositions, la publicité n'est pas en reste, puisque une des propositions est de généraliser les adblockers sur les navigateurs. Une autre proposition est de limiter l'inventaire vidéo pour limiter la consommation énergétique d'Internet, et donc du coup la publicité est fortement impactée. Et une autre proposition d'interdire la publicité pour les produits polluants. Donc encore une fois, la publicité est montrée du doigt, donc tout le marketing en pâtit. C'était une transformation qui est assez lente, hein, qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis au moins une dizaine ou une quinzaine d'années, mais qui a été fortement accélérée en début d'année, on sait pourquoi. Le Covid-19, la Covid-19 a été le catalyseur d'une lente transformation et une accélération énorme de la digitalisation des entreprises, une accélération aussi énorme des comportements du consommateur et une prise de conscience aussi généralisée et mondiale, ce qui est aussi assez nouveau, de l'impact de nos actes et de notre consommation du coup. Alors, est-ce que ça veut dire que le marketing est mort? Peut-être pas. Doit-on l'enterrer, en fait, ou doit-on tout simplement voir les choses comme une opportunité de transformer à la fois nos organisations et la façon dont on communique dessus? J'adore ce proverbe qui dit quand le vent du changement se lève, certains construisent des murs et d'autres des moulins. En effet, à nous de ne pas nous emmurer et peut-être de voir ça comme des opportunités pour une autre forme de communication, une forme de communication qui va déjà s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue. Un environnement qui, comme le montre cette étude publiée par Anders Hjorth de Innovel avec l'aide de Metrix, Digital Marketing in a VUCA World, VUCA pour volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc un monde qui bouge énormément. VUCA est un terme qui a été utilisé pour décrire les zones de combat au début, hein, les nouvelles zones de combat militaires, en fait, les zones de combat de guérilla urbaine, mais qui s'applique aujourd'hui à quasiment tout, puisque on l'a vu en début d'année, hein, faire des prévisions devient assez compliqué. Le monde bouge beaucoup et surtout le monde est très 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 complexe avec un point de vue systémique très fort autour des choses. Et donc, il va falloir savoir écouter ces changements et savoir s'adapter en temps réel. Donc, il reste qu'il n'y aura pas de grande marque sans bons produits. La qualité, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, pour réussir. L'offre explose, donc il va être impératif pour toutes les entreprises, en fait, hein, de travailler leur marketing. Ça reste une évidence. Ne serait-ce que pour faire connaître les produits ou les services. Le marketing, il va aussi servir à véhiculer un positionnement, des valeurs, et on l'a vu, c'est une chose très importante aujourd'hui et qui va être appréciée par le nouveau consommateur. Il permet aussi de faire rentrer le public dans l'entreprise et de lui faire découvrir en toute transparence en fait, comment elle fabrique, comment elle avance. Donc, comme on doit positionner une offre
dans une société complexe, la marque, elle doit elle-même agir comme une entité personnalisée et qui, du coup, une entité qui a une empathie aussi de son côté. On pourrait définir aujourd'hui un 5e P dans le marketing qu'on pourrait appeler personality, personnalité. Une marque incarnée qui va communiquer de manière transparente, honnête, directe avec ses consommateurs. On entre dans l'ère de l'échange. Le growth marketing de demain, c'est celui qui sait donner et recevoir de manière équilibrée. Faire de la croissance aujourd'hui, ce n'est plus matraquer, envoyer un filet énorme pour attraper tous les poissons. En fait. Aujourd'hui, c'est plutôt trouver tout de suite les bonnes personnes, le bon public, la bonne manière de communiquer avec lui, de manière responsable, douce, empathique, avec une écoute et une adaptation au quotidien. Le marketing de demain, c'est celui qui sait embarquer toute l'entreprise, et pas seulement son service marketing, dans cette communication. Et c'est ce que Fabien va vous expliquer en fait avec une vision marketing qu'on va appeler growth marketing et qui va répondre à ça tout en gardant en tête cet objectif de croissance, cet objectif de faire du chiffre. Donc, je vais maintenant laisser la main à Fabien hein, des Causantes qui va présenter le growth marketing en détail. En fait, c'est un travail collectif, c'est un alignement des planètes et des hommes et des femmes qui composent les entreprises pour réussir à travailler tous dans le même sens. Et ça, c'est super important de le comprendre. En réalité, le growth marketing redonne ses lettres de noblesse au marketing. Donc, c'est presque un pléonasme. Je pense que le mot growth finira par disparaître quand il aura terminé sa mission. Le marketing, il est là pour développer les entreprises. Donc, la chose qui vraiment change, c'est qu'en fait, on va appréhender le marketing dans un global, dans un système complet, avec une analyse, je dirais, de bout en bout du parcours client, depuis sa découverte d'un produit ou d'une marque jusqu'au moment où il devient client, voire même client fidèle, voire même avocat d'une entreprise. Et c'est ça qui change, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de ce qui se passe avant, pendant, après. Et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler tous ensemble au sein d'une même entreprise. Avec, bien entendu, des caractéristiques qui sont celles du 21e siècle, la vitesse, l'agilité, la flexibilité, la créativité, la proactivité. Et comme le disait Yann, ce besoin extrêmement fort qu'ont les gens de se sentir compris, écoutés. Et donc, on rentre dans un monde bidirectionnel. On n'est plus dans des communications top-down, on est vraiment dans des échanges, des conversations, parfois même de la co-création avec ces communautés. Et effectivement, ça, c'est également quelque chose qui change, c'est-à-dire que voilà, au XXe siècle, on était sur des médias où il n'y avait pas de canal de retour. Hein. Finalement, j'écoutais ma radio ou je regardais ma chaîne télé. Je ne pouvais pas, en temps réel, dire ce que j'avais à dire, poser des questions, etc. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Hein. Tout un chacun peut prendre son clavier, sa souris ou son téléphone et entrer en conversation avec les marques. Alors, petit rappel historique également sur la growth. Le phénomène est apparu via une personne qui s'appelle Chanelis, donc qui l'a théorisé, qui a d'abord appelé ça d'ailleurs le growth hacking. Et donc Chanelis, qui est l'un des acteurs du mouvement les plus célèbres, qui a fait Dropbox par exemple, que beaucoup d'entre nous utilisent, mais pas seulement, a vraiment théorisé le mindset, la méthodologie. Et le pourquoi du comment. Alors, la petite nuance entre les USA et l'Europe, c'est qu'on a un petit quelque chose qui est arrivé en Europe, et tant mieux, parce que ça protège nos consommateurs et ça permet des usages encore plus vertueux, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec les datas des consommateurs. Et donc, typiquement, des pratiques comme le scrapping des coordonnées personnelles des consommateurs, vous le savez tous, en Europe, c'est strictement interdit, et tant mieux. Et donc, le growth marketing, c'est quelque chose qui doit être du côté de la loi, parfaitement vertueux, soucieux des consommateurs. Et comme le disait Yann, on doit se placer presque en empathie avec ses futurs clients. Donc, ce n'est pas une discipline qui n'est que technique et qui ne serait que dans l'outillage ou que dans « je vais chercher le dernier coup à la mode pour me démarquer ». C'est bien plus que ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que le growth marketing? On l'a vu, c'est vraiment déjà faire travailler un collectif.
c'est faire travailler des créatifs avec des développeurs, avec des strategic planners, avec des copywriters, etc., etc., et que tout le monde travaille main dans la main vers les mêmes objectifs. C'est également la notion de testing et d'itération rapide. On doit se mettre dans une dynamique où toutes les semaines, on va tester des choses et on va analyser les résultats, et ce sont les résultats qui vont nous dire si on est dans la bonne direction. On n'attend pas 3 mois ou 6 mois que la campagne de pub soit terminée pour vérifier qu'on avait raison ou voir qu'on s'est planté. Non, on corrige semaine après semaine, et ça nous permet donc de mettre tout le monde sur une trajectoire de progrès. Évidemment, on accepte l'échec. Le growth marketing, c'est 99% d'échecs et 1% de succès. Et encore, quand je dis 1%, je pense que je suis très, très généreux. Je pense que Géraldine, qui nous fera l'honneur tout à l'heure de nous rejoindre, qui est la CMO de Kitok, nous expliquera qu'il faut se casser la figure sur plein de tests avant de trouver la bonne martingale. C'est extrêmement data-centrique. Attention, ce n'est pas de la data très scientifique avec des études qui durent des mois pour trouver des choses. Non, c'est de la data activable, opérationnelle. Je lis des résultats et je peux agir, je prends une décision et la semaine suivante, je suis déjà un petit peu plus performant. C'est extrêmement donc ROI-driven, puisque l'idée est de mesurer ce qui se passe, de comprendre les résultats et les impacts des actions qu'on va mener, et du coup, de les flécher petit à petit vers les objectifs que nous poursuivons. Alors, point très important, ce qu'on va faire en growth marketing dépend complètement du cycle de vie de l'entreprise, de la nouvelle offre ou du nouveau produit qu'on est en train d'introduire sur le marché. Et d'ailleurs, on ne fait pas de growth marketing quand on vient juste d'inventer un produit. Là, on parle plutôt de MVP, on parle plutôt de recherche du product market fit, etc. On fait du growth marketing quand on a démontré qu'on a quelque chose qui commence à plaire à des gens avec le bon prix et qu'on est capable donc de faire venir des prospects en plus grand nombre qui vont finir par transformer. C'est ça le growth marketing. Évidemment, donc il faut proportionner les moyens, il faut proportionner le temps passé, il faut proportionner les investissements médias éventuels qui vont être réalisés aux objectifs que nous poursuivons. Bien. Oui, Franck. Juste, quand tu dis, ça peut effrayer, on entend 1% de réussite. Moi, je suis le directeur marketing d'une entreprise, je me dis, ouf, ça commence à devenir velu. À quoi on peut attribuer ça, ce 1%? Et est-ce que ce 1% suffit du coup à assurer le succès d'une stratégie de growth? Alors, premièrement, il n'y a pas de science exacte. Et j'ai envie de dire, le point de départ vraiment fondamental, c'est qu'il y a un product market fit. C'est-à-dire que si j'essaye de vendre quelque chose dont ne veulent pas les gens ou qui n'est pas au bon prix, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment le point de départ si j'ose dire, qui reste complètement classique. Hein. Il est là depuis le XXe siècle, il est encore là au XXIe, il sera encore là au XXIe. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, quand je dis 99% d'échecs, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de tests qui durent 6 mois, on parle de tests qui durent quelques jours, une semaine, 2 semaines, et donc on va très vite. On parle de petits tests qui engagent peu de moyens, argent et temps, et donc en réalité qui sont cadrés finalement dans un effort global que je m'autorise à faire, et du coup qui m'aident à comprendre vraiment où je vais, comment je suis ou je ne suis pas ma trajectoire, et à détecter ce qui va finir par marcher. Et on peut le comprendre, c'est très logique. On est parti du principe que maintenant, il y a une profusion de touchpoints et de channels. Admettons qu'il y ait 100 channels à explorer. Je vais faire mes 100 tests et je vais peut-être en trouver 2 qui fonctionnent. Et c'est sur ces 2-là ensuite que je vais me concentrer. Et là, je vais réitérer pour améliorer ma performance. Mais il n'y a pas de garantie de succès. On ne va pas se mentir. Hein. C'est vraiment exploratoire. Par contre, c'est la probabilité qu'on augmente ses chances de succès qui est plus élevée avec cette méthode. Donc, c'est ce qu'on appelle un processus itératif, pour reprendre des grands mots. Absolument. Jamais fini, tu es toujours ongoing, quoi. Absolument. C'est un processus itératif, d'ailleurs très inspiré des méthodes agiles qu'on voit beaucoup dans le développement logiciel depuis, pour le coup, plus de 20 ans, avec des notions de backlog, des notions de sprint et du coup de feedback, de rétrospective par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, on est vraiment typiquement dans tout le langage Scrum pour ceux qui connaissent. C'est exactement la même chose. Il y a une question intéressante de François, je te la pose rapidement. Le growth marketing semble être une méthode pour optimiser l'inbound marketing de l'organisation. Qu'est-ce que tu en penses entre inbound marketing et growth marketing? Alors,
l'inbound est quelque part une sous-possibilité extrêmement intéressante, mais le growth, il est global. Il englobe tout ce qu'on peut faire. J'essaierai de détailler tout à l'heure, mais l'inbound, l'outbound, les influenceurs, le référencement, le branding, tout peut être aligné et synchronisé pour servir le growth marketing, ou plus exactement, le growth marketing doit servir à aligner tout ça pour le flécher justement sur ce qu'on appelle un tunnel de conversion, alors très très large. Hein. Ce n'est pas juste le tunnel sur un site. Hein. Je suis arrivé sur le site, j'ai mis au panier. Non, ce n'est pas ça. C'est un framework qui a été lui aussi inventé par les Américains, qui s'appelle le framework ARRR, et donc qui décrit finalement le parcours client quand il va découvrir une offre, un produit, quand il va ensuite être activé, c'est-à-dire qu'il va comprendre dans sa tête la proposition de valeur finalement qui est devant lui. Il a quelques secondes pour réagir, hein, et ça peut se traduire soit par tiens, il s'abonne à une page Facebook, il s'inscrit à une newsletter, ou il monte dans son premier Uber et donc il a vécu un premier instant un peu magique qu'on appelle le aha moment, j'y reviendrai. Puis ensuite, il va devenir plus fidèle à la marque et donc acheter, revenir, etc. Voire même extrêmement fidèle et devenir un avocat de la marque. Et donc, on parle de référal. Et tout ça permettant à cette entreprise de développer son revenu et, in fine, nous l'espérons, sa rentabilité. Et donc, on le voit bien, ça englobe toutes les disciplines dont on peut parler, hein, puisque l'acquisition, déjà en elle-même, il y a beaucoup de manières de faire de l'acquisition. L'activation, ce sont des chantiers extrêmement importants, pas souvent faciles. On parle beaucoup d'UX, mais il n'y a pas que ça. Et puis, sans parler des programmes de fidélité, des programmes d'advocacy, etc., etc. Donc, c'est vraiment plus global. Et global à tel point que d'ailleurs, et ça, c'est Shane Ellis qui le dit, le growth marketing englobe également le développement du produit à chaque fois que c'est possible. Et les meilleurs success stories, et je donnerai des exemples tout à l'heure, de boîtes qui ont explosé grâce à ça, sont celles où finalement on a fabriqué la viralité du produit, enfin de l'offre et de la proposition de valeur dans le produit. C'est-à-dire qu'on a embarqué les ingénieurs produits, les développeurs, on a embarqué tous ces gens-là, ils avaient tous voix au chapitre, ils pouvaient tous proposer des idées et on a mis des fonctionnalités finalement de viralité et donc de communication dans le produit. Et ça crée quelque chose que malheureusement cette année en 2020 on connaît bien, c'est-à-dire un coefficient de viralité, un R0 extrêmement élevé qui fait qu'une personne conquise peut en faire venir 2 autres, 3 autres, 4 autres. Voilà, donc vous avez compris l'analogie. Le R, on en parle pas mal en ce moment, je te confirme. Voilà. Mais c'est exactement la même chose en fait, sauf que là on essaye bien sûr de mettre ça au service positif des entreprises. Dans une logique qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un terrain de jeu qui est quasiment la planète. Alors, en réalité, hein, on a une personne sur deux qui est connectée, par exemple, à au moins un réseau social, ce qui est déjà énorme. Hein. On parle donc de plus de 3,5 milliards de personnes sur Terre. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Mais à l'intérieur de ça, chaque entreprise a une cible. Et c'est normal. Cette cible, elle peut être un couplage entre une géographie et puis, bien entendu, une tranche d'âge, un sexe, etc. etc. On doit construire ce qu'on appelle un PRM. PRM, désolé pour le jargon, mais c'est Prospect Relationship Management. C'est finalement un bassin d'audience qui a déjà été exposé à des messages de la marque et petit à petit qui comprend qu'il y a une proposition de valeur, que c'est cette marque-là qui l'a fait. Et si le job est bien fait, comme le disait Yann, si les communications sont de plus en plus personnalisées, si elles sont horizontales, parce que c'est ça qu'attendent les consommateurs, il y a une probabilité non nulle que lorsque le besoin se présente, ces personnes-là deviennent clientes et donc basculent dans le CRM. Voilà. Et donc, on voit également que le growth marketing, c'est une vision un peu chirurgicale des choses, puisqu'il va falloir personnaliser tout ce qu'on va faire en fonction du moment où ça se passe et aussi en fonction de à qui on s'adresse. À l'intérieur des clients, il y a les clients extrêmement fidèles et qui ont envie de porter la marque, qu'on va appeler les VIP, les ambassadeurs. Et ceux-là, dans le monde moderne, jouent un rôle majeur parce qu'en fait, ils peuvent être une véritable caisse de résonance et faire venir à eux tout seuls énormément de nouveaux clients. Vous l'aurez compris,
dans tout ça, il faut déployer énormément d'agilité, de réactivité, mais organisé. Ça ne doit pas être le bazar. Voilà. Donc, évidemment, on préfère être dans le camp voilà, des petits bateaux ultra rapides qui peuvent zigzaguer rapidement et se frayer le bon chemin entre les vagues, versus le gros paquebot qui a du mal à tourner et qui est compliqué à manœuvrer. Ce que tu veux dire, là, ça veut dire que le growth marketing s'applique quand même plutôt. Enfin, il y a un moment, tu as quand même un gros paquebot. Tu t'appelles Renault, tu t'appelles PSA, ainsi de suite. Tu es un gros cargo. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que les grandes entreprises ne peuvent pas le faire. Ça veut dire qu'elles doivent découper, je dirais, leur team et leurs objectifs dans des sous-ensembles qui soient cohérents. Voilà. Il ne va pas y avoir une seule démarche de growth marketing chez Renault. C'est impossible. Par contre, il peut y avoir une démarche pour le projet A, une démarche pour le projet B, une démarche pour le projet C. C'est plus un état d'esprit, quasiment. Alors, c'est clair que l'état d'esprit, lui, peut être transverse. Ça peut vraiment devenir un système de pilotage et on le verra. Voilà, la plupart des GAFA sont pilotés par le growth marketing. Hein, donc, ça peut devenir l'état d'esprit, la méthodologie, le mindset et même le système, entre guillemets, comptable de l'entreprise sur lequel tout le monde est aligné. Donc, ça, il n'y a pas de débat. Par contre, ensuite, il faut vraiment mettre la granularité au projet ou au produit. Ça, c'est super important. Ok. Si on s'était parlé il y a 10 ans, on aurait beaucoup parlé de MySpace. Voilà. Si on s'était parlé il y a 3 ans, on n'aurait parlé que de Facebook. Et aujourd'hui, et ce n'est pas sur la courbe, puisque cette courbe, justement, date de 2014, j'aurais plutôt envie de vous parler de TikTok, par exemple. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Une énorme volatilité dont a parlé Yann, des channels. Et donc, en réalité, on ne peut plus avoir de certitude. Voilà. Et le growth marketing, c'est aussi cette humilité de se dire, je n'ai pas de certitude. Je peux avoir des convictions. Je mets toutes les idées autour de la table, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, on fait parler tout le monde, les créatifs, les développeurs produits, les marketeurs, les data scientists. Tout le monde a voix au chapitre, mais on n'a aucune certitude. En fait, le marketing de certitude est terminé. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans une démarche itérative de test, mesurer très vite, adapter la trajectoire et finalement lire dans les résultats ce que pensent vraiment nos consommateurs et si tout ce qu'on est en train de faire est efficace. Et donc, et ça c'est démontré, le succès d'une démarche growth dépend de la vitesse d'exécution des tests et de la capacité que telle ou telle entreprise ou telle équipe a en termes de nombre de tests par semaine. Voilà, vous avez par exemple l'exemple de Twitter qui, à un moment de son histoire, avait multiplié par 20 son rythme de test et en quelques mois, ils ont réellement accéléré leur croissance. Donc ça, c'est fondamental de comprendre cette notion. Et par contre, faut avoir conscience des limites de son équipe, de son entreprise. Voilà. Si on ne peut faire que 4 tests par semaine, on peut peut-être en faire que 4 à l'instant T, mais on peut prendre des mesures pour que dans 2 mois, on en fasse 8. Voilà. Qu'est-ce qu'un test? Parce que je parle beaucoup de tests. Un test, voilà, on a tous appris ça. Un test, c'est smart, c'est simple, mesurable, l'objectif est atteignable, c'est réaliste et surtout, il y a un temps pour y arriver. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une startup qui veut augmenter son taux de sign-up et qui veut passer donc de 15 à 45% et qui se donnait, je ne sais plus, à peu près 3 mois pour le faire, 2 mois et demi, et qui en ce moment était à 32%. Voilà, c'est ça un objectif de test growth. Et après, on va trouver les idées pour y arriver. Et ces idées, on les met où? On les met dans un backlog. Voilà. Alors, un backlog, c'est quoi? Ça peut être un bête fichier Excel dans lequel il y a toutes les idées. Ça peut être un Trello, ça peut être ce que vous voulez. On s'en fiche. Mais c'est partagé avec toute l'équipe et tout le monde a le droit de mettre des idées. Et ça, c'est super important. Et du coup, si on décide de faire des sprints chaque semaine, on va par exemple se voir le lundi. Alors, ça peut être un stand-up meeting, comme on dit dans le monde agile. Et on va décider quels sont les tests qu'on va prioriser. Et on ne va pas le faire par hasard. On va regarder quels sont les tests qui ont les meilleurs scores. Le score étant finalement une espèce de formule entre est-ce que c'est faisable pour moi? Est-ce que c'est game changer? Et est-ce que j'ai confiance dans le fait que je peux mettre en œuvre rapidement ce test? Voilà. Ensuite, donc, ce n'est pas des logiques de top-down. Tu dis qu'il faut que ce soit partagé, il faut même que ça remonte du terrain. En fait, les meilleures idées naissent
de brainstorm, de discussion, de rebond entre les uns et les autres, et parfois d'un truc stupide qui, la minute d'après, génère une contre-idée qui, elle, n'est pas stupide. Donc, il faut vraiment faire parler tout le monde, mettre tout le monde dans le collectif. Et puis après, prioriser, j'imagine. Et donc, la fameuse priorisation, parce qu'on peut avoir 1000 idées, et si on a 4 capacités de test par semaine, il faut prendre les 4 meilleures. Donc, tout ça est scoré de manière… C'est assez simple le scoring, mais c'est néanmoins mathématique. Et ça permet de bien choisir les bons combats. Ensuite, on teste. Et puis, bien sûr, la semaine suivante, on analyse. Alors, parfois, certains tests, il faut 1 semaine, 2 semaines pour avoir une lecture des résultats qui soit pertinente. Donc, c'est une boucle itérative. Et c'est vraiment une collaboration d'équipe. Et ça, c'est super important. Et ça veut dire qu'il faut gérer la connaissance. On doit garder un historique de tout ce qu'on a fait. Parce que au bout d'1 an, quand on a fait 700 tests, c'est difficile de se souvenir. Donc, il faut tout tracer. Et puis, deuxièmement, on a toujours des embauches ou des gens qui rejoignent l'équipe, il y a du turnover, etc. Il faut toujours pouvoir onboarder les petits nouveaux. Pour éviter 2 choses. La première, c'est qu'ils nous proposent des choses qu'on a déjà fait ou qu'au contraire, ils se censurent parce qu'ils penseraient qu'on a déjà fait quelque chose, alors qu'en fait, non, on avait fait quelque chose d'un petit peu différent. Voilà. Donc, c'est très important, cet aspect vraiment team building, team collaboration et knowledge management. Et aussi, on doit éviter que certains tests annihilent les autres. Donc, très clairement, il faut une visibilité totale pour s'assurer que je ne suis pas en train de faire un test A dans une équipe qui est annihilé par un test B. Tu aurais des exemples très opérationnels Oui, imagine, j'ai changé un truc. Nous montrer, je vais vous montrer après dans quelques exemples, mais imagine, j'envoie une newsletter et j'ai changé le titre, il est devenu bleu. Mais en parallèle, il y a une autre équipe qui a changé la landing page sur le site, elle est devenue rouge. Bon, là, il faut se parler là, parce qu'on a peut-être potentiellement fait quelque chose qui n'était pas bien. Ok. Donc ça, je vous laisserai, vous aurez les slides, donc je vous laisserai revenir au calme sur c'est quoi l'acquisition, l'activation, la rétention, parce que il faut avancer. J'aime beaucoup ce slide, encore une fois, de Chanelis. Vous l'aurez compris, c'est un peu notre gourou à tous dans la growth, parce qu'il met en exergue le funnel, mais d'une autre manière. C'est-à-dire plutôt, on voit que c'est un entonnoir, on voit qu'il faut traverser un premier moment qui est le AA moment, c'est ce moment où je comprends la valeur de l'offre qui m'est faite. Et je reprends mon exemple Uber. La première fois qu'on fait appel à un Uber et que 2 minutes après, on a une belle voiture noire qui s'arrête devant chez soi, que la personne descend de la voiture. Alors, c'était il y a quelques années. Hein. Elle descend de la voiture, elle vous ouvre la porte, elle vous donne des bonbons, il y a une bouteille d'eau et en plus, le véhicule est propre. Waouh, voilà. Donc ça c'est le aha moment. Mais parfois, ce n'est pas aussi fort que ça, mais c'est vraiment le moment où je me dis, ce truc-là, ouais, je pense que je vais l'acheter. Peut-être que je l'achèterai dans 3 mois, dans 6 mois, mais j'ai compris. Voilà. Okay. On vient pour le aha moment, mais on reste pour le core benefit. Donc, si je reste aujourd'hui chez Uber, c'est plus pour les bonbons, l'eau, le machin. Non, c'est que je peux aller d'un point A à un point B assez vite et pour un prix qui me paraît cohérent avec moi, ce que je peux me permettre. Voilà. Donc, le core benefit, c'est la rétention. Et après, vous le voyez, il y a cette boucle de référal qui est super importante. C'est qu'en fait, et c'est ça qui a changé, c'est qu'avec justement les réseaux sociaux, le digital, on peut organiser des vrais systèmes qui vont, entre guillemets, inciter nos consommateurs, nos clients à nous recommander par le jeu des étoiles, par le jeu des programmes de référal, des incentives et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment fondamental parce qu'en fait, les gens font plus confiance à leurs amis, leurs potes ou leurs collègues qu'aux marques. Donc, ce truc-là, il n'est pas du tout juste petite cerise sur le gâteau. Il est totalement mainstream, totalement important. Voilà. Et dernière notion que j'adore sur ce slide, c'est la fameuse North Star métrique, la boussole. La North Star métrique d'une boîte, ce n'est pas son chiffre d'affaires ou son bénéfice net. Ça, c'est la résultante finale. Non, c'est réellement une formule mathématique qui est complexe à trouver, qui va aligner tout le monde. Et je vais donner l'exemple d'Airbnb. C'est le nombre de nuits bookées par jour. Voilà. Ce n'est pas le chiffre d'affaires généré, c'est le nombre de nuits bookées parce que ça implique plein de choses. Ça met toutes les équipes au travail pour réussir cet objectif. Voilà. Sur ce slide, je ne vous les cite pas toutes, mais vous avez les meilleurs
compagnies qu'on appelle les Viral Loop Companies, celles qui justement ont réussi à mettre la growth et le référal par essence dans leurs produits, leurs offres. Et la première d'entre elles, qui nous a tout appris, c'est Tupperware. Et oui, Tupperware est la première boîte qui a fait du growth marketing. Et ça, c'était au XXe siècle. Donc, Fabien, je te passe un tout petit peu. On avait parlé d'exemples tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste switcher sur quelque chose de très, très, très… On en avait parlé en préparant cette… Ouais, tout à fait. Alors, je vais parler de cet exemple, puis après, il y en aura plein d'autres, mais ils seront accessibles dans la présentation parce qu'on n'aura pas le temps de tous les présenter. Donc ça c'est une boîte justement qui a été également animée par Shane Ellis en tant que CMO. Et c'est une boîte qui en fait propose des services IT, donc c'est du B2B, et qui n'arrivait pas à générer plus de 10K de MRR par mois, donc de revenus mensuels, donc ce qui est très faible évidemment pour une boîte américaine, enfin pour toute boîte d'ailleurs. Et en testant plein de choses, ils se sont rendus compte que la promesse était tellement forte que les gens ne pouvaient pas croire que le prix pouvait être aussi bas, parce qu'en fait, ils avaient une solution pour vraiment casser les prix de manière extrêmement importante. Et donc, la conclusion de tout ce qu'ils ont fait, ça a été d'augmenter les prix. Et là, ça s'est mis à cartonner. Donc, juste pour vous dire que voilà, c'est bien plus profond que juste comment je fais venir des gens. C'est qu'est-ce qu'ils pensent de mon positionnement, comment ils réagissent quand ils voient ma proposition de valeur, et comment je suis positionné par rapport à mes concurrents, etc. Après, vous trouverez plein d'exemples en B2C, en B2B, Instagram, Airbnb, Evernote, Tinder. Bon, Uber, j'en ai déjà un peu parlé. Donc, et je terminerai parce qu'il va falloir que je passe la parole à la table ronde que nous avons préparée par une petite liste d'outils. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a un nouvel outil dans la growth qui sort chaque jour. Donc, en fait, c'est pareil, test and learn. Il faut rester en veille active. Et là-dedans, il y en a déjà qui sont des stars et puis d'autres qui ont eu moins de succès, mais la liste n'est pas du tout exhaustive. Voilà. Donc, ok, super. Mais je croyais que tu m'avais parlé, en fait, je vais dire un truc, tu ne m'avais pas parlé d'un exemple que vous aviez vous-même mis en place? Un exemple de growth marketing que vous aviez vous-même avec un client du growth marketing, alors juste, si on parle 2 secondes des causantes, on en fait avec quasiment tous nos clients. Oui, voilà, c'est voilà. Pour ça. Donc, ce qui est difficile, c'est de trouver où est le problème. Donc, dans ce fameux tunnel de conversion, dans ce fameux framework ARRR, en réalité, quand les clients viennent nous trouver, ils sont perdus. Ils ne savent pas où est le problème. Et donc, c'est une enquête au départ. On va essayer de comprendre où le bas blesse, où ça fait le plus mal. Et une fois qu'on a mis, je dirais, un premier pansement là, on va commencer à améliorer également tout le reste. Ok. Du coup, là, j'ai un peu théorisé le growth marketing et l'idée, c'est de vous donner à tous une vision un peu plus pratique, justement, pragmatique et comme le disait Franck, avec des exemples. Donc, on a la chance d'avoir Géraldine qui nous a rejoint, qui est la CMO de Kitok, donc qui va d'ailleurs présenter Kitok, bon, j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Et l'idée, c'est de voir aussi avec Yann et Franck comment on peut concrètement essayer de déployer une méthodologie, un mindset growth dans les entreprises. Et on verra, il y a plein de possibilités, il n'y en a pas qu'une. Donc voilà, je leur laisse la parole à tous les trois et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci Fabien. Merci beaucoup. Salut Géraldine. Bonjour. Effectivement, donc là, on s'est connus dans une vie antérieure. Là, depuis, je crois, non, lève pas les yeux au ciel, ça va faire peur à tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc tu es CMO de Kitok depuis une bonne année maintenant, je crois. Depuis le début de l'année, oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter Kitok en quelques mots? Quels sont vos enjeux? Et de façon très opérationnelle, c'est quoi le growth marketing pour toi? On a vu avec Fabien les concepts et la façon d'aborder parce que mentalement, est-ce que toi, tu as une résonance dans ta façon de faire le growth marketing chez Kitok? Très clair. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Donc, en effet, je suis Géraldine Cosno, CMO de Kitok depuis le début de l'année. Alors, Kitok, en effet, certains d'entre vous connaissent certainement, mais pour autant, c'est une boîte très jeune qui a été créée il y a 5 ans, une food tech, comme on dit, et c'est un panier à cuisiner. Un panier à cuisiner, c'est quoi? C'est des fiches recettes avec des ingrédients frais, tous les ingrédients frais nécessaires pour réaliser les recettes que chaque personne aura choisies selon ses propres goûts et que vous recevez directement chez vous chaque semaine.
Donc, en fait, ça simplifie. Comment? Ah, pardon, j'ai cru que… Non, excusez-moi. Oui, moi aussi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui… Je suis désolé, il y a eu un petit problème dans l'envoi du lien. C'est pour ça qu'il y a, vous voyez, 4 Franck Michel, alors que normalement, il n'y en a qu'un. Il y en a qui avaient compris, donc ont coupé leur micro. Voilà. Sinon, vous vous reconnectez avec le lien qui est dans la discussion. Hein, vous vous déconnectez de ça et vous vous reconnectez avec votre nom, ce qui, à mon avis, serait le plus logique. Si vous ne voulez pas vous reconnecter, bah, écoutez, il y aura beaucoup de Franck Michel, j'en suis ravi. Et juste, vous ne mettez pas de son. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, Géraldine. Voilà, donc en fait, c'est un concept innovant, c'est un nouvel usage qui permet de se simplifier la vie en s'épargnant la corvée des courses, de répondre à la fameuse question mais qu'est-ce qu'on mange ce soir avec des produits de qualité. Donc mieux manger sans même y penser. C'est la promesse de Kitok, de ce nouvel usage. Alors forcément, aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux pour ça, pour pouvoir l'adresser, pour pouvoir générer surtout et accélérer une croissance très forte. Aujourd'hui, il faut voir que Kitok, c'est déjà 150 000 recettes qui sont livrées chaque semaine directement à la porte, sur le palier, en respectant toutes les règles sanitaires, évidemment. Et dans le contexte où on est invité à rester chez soi, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui répond aussi à pas mal d'attentes. Mais donc, en résumé, nos enjeux, c'est, comme c'est un concept innovant, évangéliser au plus grand nombre ce nouvel usage, surtout générer évidemment une croissance très forte et enfin d'animer toute cette communauté puisque bien sûr on mange pas qu'une seule fois, on n'est pas sur du e-commerce one shot classique, on mange de manière régulière et cette promesse de facilitation de la planification des repas et des dîners au quotidien, on est donc sur un modèle récurrent et donc une animation de cette communauté au long cours, quoi. Voilà, en résumé, Kitok et nos enjeux. Alors forcément, le gros a une résonance toute particulière chez nous. C'est même évidemment un département à part entière aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour les quelques slides de présentation que j'ai pu voir avant. Je vous l'avais dit en amont de ce point. Je suis passionnée par le sujet. Je suis archi convaincue de cette logique de test permanent. Le mot test, en effet, est revenu à très nombreuses reprises parce que oui, le test permanent, savoir que l'on ne sait pas, justement, c'est le maître mot pour moi, en tous les cas, de la pratique du growth marketing pour constamment, en tous les cas, être capable de se réinventer et de se rechallenger pour répondre à tous ces enjeux. Test and learn, c'est ça? Test and learn permanent, exactement. Alors, j'y reviendrai peut-être de manière… C'est vraiment, c'est pas juste un mot, c'est quelque chose que vous pratiquez en permanence. En permanence, que ce soit au niveau en effet de sujets, de thématiques, de préoccupations, et je vous donnerai un exemple d'ailleurs assez concret, mais également en termes de mécanique, de levier, puisque forcément, comme je le disais, on n'est pas sur un modèle d'achat one shot. On a des préoccupations qui évoluent dans le temps, qui évoluent au fil des saisons. Ça fait partie de nos engagements très forts. Aujourd'hui, mieux manger, ça veut aussi dire manger de saison, puisqu'un excusez-moi, un fruit et légumes qui n'est pas de saison, par exemple, qui est donc produit sous serre, émet 3 fois plus de CO2. Donc, c'est important et dans le contexte actuel, évidemment, écologique et environnemental, ça fait partie de notre modèle et de nos engagements. Donc, forcément, de saison et au fil des saisons, les préoccupations évoluent parce que, et on le voit, le contexte est assez mouvant au-delà évidemment de l'alimentation. Donc, l'agilité permanente, le test permanent est le maître mot en tous les cas de nos équipes au sein de Kitok. Et Géraldine, juste on a une question de Claire qui demande combien vous êtes aujourd'hui chez Kitok. On est 150 collaborateurs. D'accord. Et sur le marketing, on va dire? Et sur le marketing, on est environ 38-40 personnes. Ah oui, c'est un gros secteur. Alors attention, le périmètre du marketing, en effet, est assez large puisque au-delà du growth marketing, il y a évidemment toute cette logique de branding, de marque, d'incarnation de la marque de manière authentique, positive et surtout sincère. Et ça, j'y reviendrai. Il y a également la relation client et puis bien sûr, toute l'expérience client, qu'elle soit au niveau du produit ou digital. Donc, on est vraiment sur la double
les deux pieds, quoi, la double problématique. François nous demande, et je pense que c'est une question enfin, beaucoup de gens doivent se la poser, d'ailleurs moi je me la pose aussi, et je vous en avais parlé en préparant cette table ronde, un exemple de test et de l'organisation qui élabore, de façon, voilà, comment ça s'organise un test, et de façon chez Qtok par exemple. Alors, c'est vrai qu'on est passé par de très, très nombreux leviers et dans notre stratégie, en effet, de grosse aujourd'hui, on a, je pense, testé d'ores et déjà, enfin, je vais même pas m'essayer à donner un chiffre, mais en tout cas… Alors, Justin, là, très récemment, par exemple, on a, comme je le disais, en effet, le gaspillage alimentaire, la préoccupation du bien manger. Et ça veut dire quoi, bien manger, et notamment de saison? On a, par exemple, créé un contenu de guide sur le gaspillage alimentaire et de trucs et astuces pour avoir des tips simples au quotidien, utilisables de manière individuelle par tout un chacun, mais également du contenu pour faire prendre conscience de choses que l'on ne sait pas. Quand je vous dis en effet un fruit et légume qui est produit sous serre émet 3 fois plus de CO2, ça fait réagir ça. Et ça, c'est du growth marketing selon toi? Ça, c'est du growth marketing parce que, comme je le disais, au-delà de l'ensemble des leviers, alors on ne va pas tous les citer, mais du search, du social, mais aussi de PRM, du PM lead, du mail automation, du lead to call, on peut en citer moult et moult. À cela, en effet, on adresse évidemment une cible, une thématique, mais aussi et surtout du contenu. Beaucoup de contenu, parce qu'on doit à chaque fois être en capacité de s'identifier sur chacun des contextes, sur chacun des points de contact, j'ai envie de dire, en y apportant une réponse pertinente, une réponse adaptée, adéquate. Et pour ça, ça veut dire évidemment une production de contenu absolument gigantesque, mais qui est indispensable et nécessaire à cette authenticité, en tous les cas, de la relation. Donc, l'inbound marketing, pour reprendre une question juste avant que tu arrives, fait bien partie du growth marketing. Totalement. En tout cas, de mon point de vue. Voilà. Ok. Juste, Yann, est-ce que justement, par rapport à ce que vient de dire Géraldine, est-ce que tu peux nous dire la différence qu'il peut y avoir entre le growth marketing et le marketing traditionnel, hein? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est une différence de mentalité? Est-ce que c'est… En fait, déjà la première chose à ne pas faire, c'est de faire une opposition. On ne peut pas opposer marketing traditionnel et growth marketing. On ne peut pas dire ce n'est pas du marketing traditionnel puisque ça intègre complètement le marketing qui est à l'intérieur. En fait, c'est plus la philosophie qui va l'englober, qui va être complètement différente. Le test and learn avec Géraldine en 2005, ça nous remonte à loin. On faisait déjà du test avec Promo Vacances en search et on testait des tonnes de choses. Là, je dirais que l'énorme différence, c'est qu'on va embarquer dans le test. Là, typiquement, si j'étais dans le cas de Promo Vacances, on va embarquer dans le test aussi les équipes de production qui font les bookings de voyage. On va embarquer dans le test les gens qui vont visiter les hôtels. On va embarquer dans le test tout ça, en fait. Et donc, la logique, elle est l'intégration complète de toutes les équipes, finalement. C'est ce que disait Fabien dessus. Et au-delà de la North Star Metric, en fait, il y a aussi la North Star Reason Why. La North Star Reason Why. En fait, la raison d'être, si je prends l'expression du livre de Simon Sinek, Start with Why, en fait, c'est le test du céleri. Pour ceux qui ont lu le bouquin, ils savent de quoi on parle. C'est-à-dire de toujours vérifier que notre action va être cohérente par rapport avec la raison d'être de l'entreprise. Et sa mission, finalement. Même Danone, aujourd'hui, a une mission. Même Engie a une mission. Et ce n'est pas uniquement du social ou du greenwashing. Aujourd'hui, ça va devoir driver, en effet, l'intégralité des actions. Et les actions marketing n'y échappent pas. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le marketing, depuis très longtemps, on fait des funnels avec… branding, conversion, awareness, considération, AIDA et compagnie. En fait, ce n'est pas nouveau non plus, ça. En fait, là, la différence qu'il va y avoir aussi, c'est comment on va intégrer à l'intérieur de ça, et que ce soit en B2C ou en B2B, mais en B2B, c'est particulièrement prégnant. Pourquoi? En fait, ce n'est pas parce que le B2B est complètement différent des autres, c'est parce qu'en B2B, déjà, c'est extrêmement plus compliqué de faire un persona client, puisqu'en fait, le client, c'est à la fois une entité et une personne dans l'entité. Et en B2B, le process de décision est en général beaucoup plus long que pour acheter une boîte de petits pois.
Mais si on est sur des produits avec un long process de décision, finalement, on a les mêmes actions qu'en B2B. Géraldine le disait, par l'évangélisation, elle amène les gens à connaître qui ensuite vont faire ça. Et finalement, on est à peu près dans les mêmes systèmes de pensée. Mais dans les deux cas, en fait, il faut intégrer toujours cette raison d'être et au cours du funnel, en fait, avoir ces actions en fait, qui s'enchaînent. C'est-à-dire, je n'ai pas un levier pour l'awareness, un levier pour la considération et un levier pour la conversion et un levier pour le referral. En fait, tous mes leviers vont me suivre tout le long du funnel et c'est la façon dont je vais les utiliser qui va faire la différence. Et encore une fois, je parlais du 5e P, la personnalité, donc cette raison d'être. Les 4 autres P, ils continuent d'exister. Mais je les intègre complètement dans cette stratégie. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir une personnalité qui est, on va dire, plutôt orientée. Je suis back market, je fais de l'ordinateur recyclé avec cette vision qui est je te fais économiser des tonnes de carbone et de produits et de terres rares, etc. Je ne peux pas avoir un circuit de distribution qui, lui, va être méga énorme en carbone, etc. Ce n'est pas possible, en fait. Et donc, je dois intégrer en fait tout ça dessus. Et on parlait du test and learn et des organisations aussi de ça. En fait, je vais être sur une démarche qui finalement va accumuler intuition et comment on va dire, et stratégie et mise en place en fait de tests marché. Et c'est typiquement ce que disait Fabien aussi. C'est lors des sprints, lors des brainstorming, on va avoir tout un tas d'idées qui vont arriver. Il n'y a pas de mauvaises idées. On va choisir lesquelles on met en test. Et ça aussi, c'est une grosse différence. Il n'y a pas un directeur marketing tout puissant qui décide, en fait, tiens, on va tester ça parce que mon cousin machin m'a dit que ça marchait bien. Et on va mettre en place ce test-là. Ensuite, on va mettre des outils, des vrais outils, des choses, track, etc., qui sont, on va dire, stratégiques, qui vont, elles, nous permettre de dupliquer ce test-là. Mais c'est vraiment cette partie test and learn, je dirais que ce qui est intéressant, et ce qui diffère du marketing traditionnel, c'est qu'elle intègre vraiment tout le monde. Et elle va être le mix entre cette intuition et ces idées qui vont venir de tous, avec des petits tests et des petites idées. Et après, cette exécution qui doit être parfaite et qui doit être vraiment bien mesurée, et toujours à l'aune de cette North Star Metric. Si je me rappelle bien, Amazon, la North Star Metric d'Amazon, pendant une époque, c'était le nombre de nouveaux clients divisé par le nombre de clients qui les quittaient. Et elle est assez géniale, parce qu'elle mesure à la fois leur attractivité et leur rétention dans un seul chiffre. En fait. Justement, on parle de… Enfin, je voulais peut-être poser une question à Géraldine. Mais en fait, c'est surtout en fait, que Géraldine parlait que dans son équipe marketing, elle intègre en fait, aussi la relation client, etc. Ce qui est quand même symptomatique, on va dire, justement d'un marketing qui intègre aussi la partie fidélisation, etc. On ne peut pas dissocier les deux. En fait. On ne peut pas passer sa vie à dire qu'on est une banque aimée par ses clients et ensuite les traiter comme n'importe quoi une fois qu'ils le sont. Donc, quels sont par contre les profils aujourd'hui, justement, quand tu recrutes à l'intérieur de cette démarche, en fait? Est-ce qu'il y a des profils spécifiques que tu vas chercher et quelles sont leurs caractéristiques propres, en fait? En fait, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit et une logique, en tous les cas, totalement intégrée et pluridisciplinaire sur les problématiques. Il n'y a pas, en effet, de marketing tout puissant, mais on est vraiment dans cette pluridisciplinarité et test permanent. Et donc, ça, c'est un état d'esprit. Donc, pour moi, en effet, les compétences que je recherche ou que j'évalue quand on intègre, en effet, des collaborateurs, c'est avant tout de la curiosité et de l'agilité. Parce qu'en effet, ce test permanent, cette remise en code permanente, cette curiosité et cette veille à tout ce qui se passe, Fabien, en effet, nous rappelait qu'il y a à peu près un nouvel outil chaque jour au niveau du gros. Oui, c'est au moins ça. Et pour ça, il faut bien sûr être curieux, en veille permanente, et c'est avant tout des soft skills finalement. Au moins autant, en tous les cas, que des compétences plus théoriques. Donc, c'est vrai que dans les profils, les compétences principales, en tous les cas, d'un profil de growth marketing tel que l'on peut les rechercher, en tous les cas, de mon point de vue, ça se situe sur ces deux critères-là. Ok. Franck, toi, tu formes des personnes, en fait, justement, notamment dans ce domaine-là, entre autres, hein, mais aussi sur tous les autres leviers du marketing, enfin, tous les leviers du marketing, pas les autres leviers. Est-ce qu'aujourd'hui,
dans les différentes formations que vous avez faites, en fait, quels sont les profils qu'on vous envoie? Comment ça marche? Est-ce qu'on peut aujourd'hui former quelqu'un au growth en fait, dans une boîte? Tu fais ça avec Fabien, d'ailleurs, je crois. Oui, alors nous, effectivement, alors Dixer, on l'a fondé en 2013, c'est un organisme de formation spécialisé, comme tu le disais, en marketing digital, avec vraiment que des experts qui viennent du marketing digital. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne vient pas de la pédagogie, on a appris cette partie-là, mais on vient du marketing digital. Et sur le growth marketing, étant donné justement la spécificité, on s'est associé avec Fabien, donc de l'agence Les Causantes, pour fabriquer un module. Parce qu'en fait, il y a deux cas de figure quand on parle de growth marketing. C'est soit, on va en reparler d'ailleurs avec toi, Yann, et avec Fabien, mais soit on s'adresse à des gens qui veulent externaliser leur growth marketing, un peu comme n'importe quel annonceur peut externaliser son achat média. C'est-à-dire qu'en fait, les leviers de marketing, plutôt que de dire on va tout faire en interne, on prend des gens qui sont spécialisés là-dedans et on le met en externe. Ça, c'est le premier choix. Donc, ils passent par une agence finalement. Soit, au contraire, ils veulent internaliser. Ils ont déjà des équipes en interne et nous, c'est ceux à qui on s'adresse, Dixer. C'est-à-dire des gens qui sont déjà en place, qui ont déjà des leviers et pour lesquels, en 2 jours, on va, de façon très pragmatique, on va leur apprendre les bases du growth marketing. Alors, nous, on a une spécificité chez Dixer, c'est qu'on est très sur le faire. C'est pas 2 jours de PowerPoint, dans le PowerPoint, hein, c'est pas la question, mais en l'occurrence, on préfère que les gens sortent avec vraiment des verbes d'action. Je sais faire, je sais mettre en place. Alors, je vous donne, on va dire, sur les 6 ateliers qu'on a sur 2 jours, il y en a un justement sur la North Star métrique. C'est-à-dire que comment on est capable de rechercher, quand on est dans une entreprise, les éléments pour concevoir sa North Star métrique. Un autre point qui est intéressant dans un atelier, c'est de réfléchir à la data. Quelle data est utile de traquer? Moi, j'ai déjà vu des entreprises qui avaient des dashboards avec 40 entrées, personne n'y bitait rien, on envoyait ça au patron le vendredi soir, qui passait le week-end à s'arracher les cheveux. Donc, quel type de data est utile à traquer? Ça peut être aussi d'orienter sur les outils qui sont pertinents. Voilà, donc on a conçu cette formation sur 2 jours pour être capable, pour des gens qui sont déjà en entreprise, de comprendre ce que c'est que le growth marketing et donc de pouvoir le mettre en place parce qu'ils sont déjà à l'intérieur des entreprises. Par contre, toi, justement, Yann, je vais te renvoyer un tout petit peu la question dans l'autre sens. Toi, tu formes des profils juniors. Est-ce que c'est une formation que vous avez, vous, le growth marketing? C'est des choses que vous apprenez dans le cadre de la mission d'Origami? En fait, par la force des choses, on a commencé en formant d'abord des profils qui sont des experts de chaque levier et avant tout des experts search, social ads, etc. Par la force des choses et arrivant de plus en plus avec des entreprises qui nous demandaient des profils avec cette approche différente et aussi pour anticiper finalement les gros changements qui sont en train de se faire dans la pub. On avait une question de Cyril qui disait là justement il commence à y avoir des lois contre la pub. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser encore ces leviers-là et comment on s'adapte? Justement, en fait, si la pub anticipe ça et qu'elle devient un peu plus intégrée au contenu, un peu plus discrète, mais pas dans le sens manipulation, en fait, discrète dans le sens où elle s'intègre complètement dans un dialogue, automatiquement, on anticipe les problèmes. Et donc là, ce qu'on fait depuis une promo maintenant, c'est d'intégrer directement ces logiques de test, ces logiques de curiosité et tout ça à l'intérieur de nos formations. Depuis le début aussi, chez Origami, on a intégré un accompagnement sur les soft skills avec des ateliers d'art oratoire, des coachings individuels, de l'équi-coaching avec des chevaux, etc. Et donc, tous nos apprenants sont accompagnés là-dessus. Ça aussi, aujourd'hui, dans ces ateliers, on va essayer de faire comprendre à nos apprenants que la créativité, c'est un muscle, que ça se travaille comme les abdos, hein, j'en suis la preuve vivante, qu'on peut aussi aller chercher de la confiance en fait, pour faire les tests, parce que pour faire un test, il faut avoir confiance. Hein, on ne peut pas faire un test comme ça quand on se dit ça va se planter, ça ne sert à rien, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Donc, il faut aussi avoir confiance et il faut aussi être capable de s'adapter au changement et d'accepter l'erreur. Ça aussi, c'est un point assez clé, en fait, où on a été éduqué pendant des dizaines d'années avec cette idée que faire une erreur, c'était dramatique. Et là, en fait, on nous demande d'en faire plein.
Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, c'est facile à dire, hein. Ouais, alors maintenant, il faut que tu te plantes. Faut changer un peu le mindset. Ouais, ça va. Si je me plante, je vais me faire virer. Bah non, justement, en fait, ça fait partie du truc. Mais ça aussi, les entreprises, elles doivent l'intégrer. Et nous, on l'intègre dans cet accompagnement sur les soft skills pour apprendre à nos élèves à se planter. Et on a plein de moments où on leur demande de faire des choses qu'ils ne savent pas faire, en fait, exprès. Et au début, on se fait engueuler. Puis après, petit à petit, ils commencent à comprendre pourquoi ils faisaient ça. Voilà. Alors, malgré tout, il y a quand même une problématique, c'est qu'on a pas mal de boîtes qui viennent chercher des profils chez nous qui elles-mêmes n'ont pas ces compétences en interne. Et quand on va chercher ces compétences-là, en fait, des profils comme ça, et qu'on ne sait pas en fait si ce qu'ils font c'est bien ou mal, pour le coup, ils ont beau avoir confiance en eux, c'est pas pour ça en fait qu'on va les lâcher dans la nature et qu'ils vont peut-être prendre des mauvais réflexes en fait si ça se trouve. Donc là, ce qu'on a commencé à développer, en fait, c'est un accompagnement, donc une espèce de forme hybride vous êtes une entreprise, vous recrutez un profil marketeur, growth marketer, ou en tout cas marketeur avec cette philosophie growth, on va l'appeler comme ça, et on va vous accompagner, alors soit avec des freelances, ça va dépendre aussi de la problématique et des moyens, soit avec une agence, ça peut être l'Ecosante par exemple, hein, on va vous accompagner en fait pour l'onboarder pendant une dizaine de jours, peut-être une quinzaine si vraiment la problématique est très complexe, pour créer avec lui la stratégie, pour ensuite le coacher peut-être une demi-journée par semaine pendant 2-3 mois, en fait, pour qu'il démarre, et pour qu'ensuite ce soit lui finalement qui va aller dans la continuité de ça. En fait. Et donc cette offre-là, en fait, vous recrutez un alternant, parce que c'est un alternant, aujourd'hui ça ne vous coûte pas très cher, en plus l'État vous aide s'il a moins de 30 ans, et de l'autre côté, bah, du coup, ça vous finance aussi un senior. C'est un peu l'idée la tête et les jambes. Et finalement, c'est les jambes qui vont devenir la tête petit à petit parce qu'on peut aussi évoluer dans le temps. Et donc, c'est ça l'idée. Alors, aujourd'hui, je dirais que les possibilités qu'on a, soit on va former quelqu'un qu'on a en interne, soit on va recruter un junior et on a déjà des compétences et on va l'onboarder petit à petit et en plus, il va distiller cette philosophie à l'intérieur de notre entreprise. Soit on peut aussi se faire accompagner ou quelque chose entre les deux. En fait, Fabien est bien placé pour parler de l'accompagnement sur le growth. Il en a déjà parlé. En fait, c'est une agence un peu spécialisée là-dessus. C'est aujourd'hui les différentes méthodes qu'on pourrait mettre en place en fait, pour démarrer, en tout cas, sur le growth marketing. En fait. Justement, Géraldine, un petit peu en conclusion, c'est quoi les conseils que tu donnerais à une boîte, une marque qui veut se lancer sur le growth marketing? Quelques principes de base. En fait, ce qui a d'ailleurs été dit précédemment, c'est qu'aujourd'hui, une marque, on ne lui fait pas confiance en tant que telle dans son discours. On a bien plus confiance en effet dans la recommandation de nos pairs, dans le bouche à oreille. Donc, avant toute chose, en effet, de mon point de vue, en tous les cas, une marque aujourd'hui se doit d'autant plus d'être évidemment authentique et engagée finalement. Hein, on est quand même dans une mouvance d'engagement très fort, mais tout ça en sincérité. Et en sincérité. Alors, c'est des mots, mais en tout cas, ce que ça signifie, c'est que derrière, il faut avant tout s'attacher, et on n'est pas forcément revenu sur des logiques d'indicateurs, mais l'indicateur aujourd'hui ne peut pas se résumer au chiffre d'affaires. Ça, c'est une évidence et je pense que tout le monde l'a compris, mais ça va toujours mieux en le disant et en le redisant. Et la conséquence, évidemment, d'une marque qui se doit d'être engagée, authentique, avec sincérité, ça veut dire qu'elle doit avant tout être attentive à la satisfaction, à la recommandation et donc au bouche à oreille positif que son action va finalement produire. Parce qu'il y a évidemment sa communication. Déjà, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, c'est bien. Mais en fait, c'est une marque, si elle communique sur quelque chose pour finalement ne pas le respecter dans son activité au quotidien, parce que l'exemple que tu prenais à l'instant, enfin juste avant Yann, en effet, ça ne sert à rien. Ça s'appellera dans ce cas du greenwashing, hein, ou en tout cas une dissonance totale entre le dire et le faire. Donc moi, voilà, j'ai envie de résumer ça à 3 mots en termes de conseils. C'est de la sincérité, c'est de l'authenticité et c'est de l'engagement vis-à-vis de ses clients, de ses prospects, mais vraiment presque dans une relation
one-to-one dans les préoccupations, dans l'empathie finalement prise en compte. On est très loin. Hein. Yann rappelait qu'on travaillait déjà ensemble en 2005. J'ai une petite vingtaine d'années en marketing digital derrière moi. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on est très loin des grandes stratégies figées, ancrées dans le marbre, de discours émetteurs. Voilà, je pense que ces boîtes-là d'archives, on peut les ranger. Et ça, c'est un très bon point, Géraldine, en fait, par rapport à ça. Ce que tu dis aussi, c'est par rapport à la budgétisation. En fait, un point dont on n'a pas parlé, en fait, c'est comment du coup tu budgètes finalement ton marketing sur l'année s'il va être de plus en plus itératif, etc. Si on a un budget qui est complètement figé avec temps par canal, c'est foutu en fait, on ne peut pas y arriver. Non, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Évidemment, le budget lui aussi se doit d'être agile. Donc, les vases communicants, en effet, partant, évidemment, on a quand même un rationnel économique et financier chez Kitok. Donc, des directeurs financiers souples, et ça, c'est déjà plus rare. Oui. Une directrice financière, en l'occurrence, mais très souple. Et évidemment, dans les vases communicants, en tous les cas, aussi bien interlevier en effet, au niveau global de la stratégie. On ne peut plus, en effet, se dire au moment où on fait les budgets, on est à peu près tous en train de les boucler pour 2021. Ça veut dire que l'on saurait d'ores et déjà ce qu'on va faire en décembre 2021. Et bon courage. Bon courage à ceux qui en sont encore convaincus, parce que ce n'est évidemment plus possible, plus réaliste du tout, et depuis bien longtemps d'ailleurs. Bien sûr, ce serait complètement contre-productif. Si jamais dans la salle il y a des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment en fait. Hein, si vous avez des questions pour Géraldine, pour Franck, pour Fabien, pour moi, n'hésitez pas à utiliser le module de questions-réponses qui est dans la barre de menu de Zoom. On pourra y répondre. Peut-être en attendant, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, Géraldine, tu peux peut-être nous donner un autre exemple ou quelque chose. En fait, je sais que vous avez fait des webinaires, vous avez fait des choses intéressantes en termes de contenu et d'accompagnement en fait de ça. Peut-être sans livrer trop de secrets de fabrication, comment vous avez promu ces contenus, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être ça peut intéresser aussi les personnes qui écoutent ce webinaire. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le contexte, et en particulier en ce moment du confinement et du reconfinement, nous amène à tester et à chercher plein de nouvelles idées. On a vu en effet sur la première vague du confinement énormément de choses autour des lives, et donc on s'est essayé à beaucoup de lives en effet sur différents sujets, différentes préoccupations. En effet, certains autour soit du cœur de l'activité, donc vraiment de se mettre en cuisine ensemble derrière les écrans et de voir en effet comment les gens réagissaient, ou d'autres choses avec des contenus cette fois beaucoup plus pédagogiques sur de la technique de cuisine, ou tout simplement aussi pédagogie autour de l'alimentation, comme je le disais tout à l'heure, autour d'engagement d'une alimentation responsable. On a testé beaucoup de choses, et notamment au niveau social, au travers de live ou au travers de téléchargement de contenu que l'on adressait de manière très, très, très différente en fonction des sujets. Et là, pour le coup, oui, il y a des choses qui ont marché et d'autres, au contraire, pas du tout. Et ça se voit assez rapidement. Alors, pour ça, il y a des indicateurs néanmoins. Et l'indicateur… C'est la question que j'allais te poser, justement, sur quels indicateurs tu as jugé le fonctionnement de ça? J'ai senti arriver. En fait, alors, je disais que le chiffre d'affaires ne peut plus aujourd'hui être un indicateur. Alors, néanmoins, il ne peut plus suffire, puisque malgré tout, le chiffre d'affaires in fine est bien un des reflets principaux quand même de la croissance de ton activité. Mais pour y arriver aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plusieurs types d'indicateurs, et je vais en citer 3. Le premier, évidemment, ça va être de l'engagement. De l'engagement, ça va dire au travers de trafic, d'attention de l'audience qui est générée. Donc, c'est un trafic profond, c'est un temps passé, c'est des formes d'engagement, de partage ou de commentaires, etc. Tout ça, c'est une famille d'indicateurs que j'appelle autour de l'engagement. Ça veut dire de la pertinence du sujet que vous avez pu adresser, ou la réponse que vous avez pu apporter.
Le deuxième type d'indicateur va être évidemment autour du chiffre d'affaires, de la conversion, de la logique de réachat et de récurrence. Évidemment, ça reste des métriques classiques qui, in fine, font partie, mais qui ne peuvent plus suffire à eux seuls. Et le troisième, qui est très important en tous les cas, évidemment pour Kitok, qui, in fine, doit amener à la récurrence. On est sur un modèle récurrent, comme je le disais. C'est avant tout et surtout la satisfaction. Alors, le NPS, on parlait tout à l'heure d'un indicateur qui aligne tout le monde dans l'entreprise. Je citerai celui-ci. Le NPS, le Net Promoter Score, c'est une, évidemment, composante de la satisfaction et de la recommandation. Je pense que vous connaissez tous la formule. Sinon, je vous invite à faire une petite recherche. Elle est assez simple. Aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs, des activités et des périmètres d'activité dans l'entreprise est drivé sur le NPS. Parce que, in fine, ça veut dire que vous avez, plus il est positif, ça veut dire que vous avez bien fait votre travail, que la personne va donc être satisfaite, qu'elle va donc en parler de manière positive. Et quand on est sur un nouvel usage, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, les sociétés qui ont les NPS les plus élevés, ce n'est pas les sociétés évidemment les plus anciennes, je vais en citer deux. C'est des gens comme Tesla. Je crois qu'ils sont à plus de 90 de NPS, ce qui est absolument monstrueux. Quand des boîtes plus historiques et même qu'on peut voir assez modernes sont de l'ordre de 20 en termes d'écart, sachant qu'un NPS peut même être négatif. Ou même un Apple qui doit être à 86. Enfin, je veux pas dire… voilà, c'est d'un ordre de grandeur, je ne les connais pas non plus par cœur. Et pour montrer à quel point… en tout cas, simplement, l'ensemble des acteurs, des collaborateurs de l'activité chez nous est centré et drivé sur cet indicateur commun qui est la satisfaction et la recommandation pour Kitok. Géraldine, on a une question et qui m'intéresse beaucoup aussi personnellement. Est-ce que vous avez une strate spécifique auprès des influenceurs J'imagine que oui, parce que c'est un sujet qui doit bien se prêter à ça, mais comment ça s'intègre dans le growth marketing? Oui, alors les influenceurs, c'est quelque chose en effet de très très large. Donc évidemment, oui, le levier des influenceurs est quelque chose de très 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 utilisé chez nous. Mais alors il y a des influenceurs sur différentes thématiques. Par exemple, aujourd'hui, j'ai le mot m'échappe, un coach sportif, c'est une personne qui peut être un influenceur. C'est un métier, mais c'est aussi un influenceur. Pourquoi? Parce que évidemment, au travers de sa formation, enfin de son métier, de son activité de coaching sportif, le bien manger fait totalement partie intégrante de ses conseils. Donc oui, ça fait partie des influenceurs qui sont aujourd'hui dans la communauté de Kitok pour pouvoir recommander Kitok dans le cadre de leur activité. Mais je vais en citer d'autres, évidemment, puisque tous ces métiers de type plutôt formation, coach sportif, nutritionniste, voilà, sont une communauté à part entière d'influenceurs que nous utilisons évidemment de manière très spécifique. Donc, un ambassadeur, quoi. Oui, mais aujourd'hui, voilà, ils sont adressés, pilotés et animés en effet comme des influenceurs, si ce n'est que c'est des influenceurs sur un thème. Mais oui, tout à fait. Et ça rentre pour vous dans votre stratégie de growth marketing, quoi. Totalement. Mais également, vous avez cité tout à l'heure Tupperware. C'est très intéressant comme exemple parce qu'en effet, Tupperware, dans les techniques de growth, avec leur vente en réunion, historiquement, a été extrêmement précurseur et en anticipation de cette technique, je trouve. Eh bien, on s'y essaye aussi. Alors, je ne vais rien dévoiler là-dessus parce que c'est encore quelque chose d'assez nouveau chez nous. Mais en effet, comment? Le scoop du webinaire. Voilà. Je ne trahis pas de secret non plus, mais en tout cas… Il n'y a que 50 personnes qui ne diront rien. Non, mais et puis j'ai aucun problème en effet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, le webinar en est un. Aujourd'hui, eh bien, les apéros Zoom qu'on a connus pendant le premier confinement et le reconfinement, c'est une manière aujourd'hui, en effet, d'adresser entre personnes, en tous les cas, des échanges. Et donc, la marque peut venir de manière subtile, intégrée, intelligente, participer
aux conversations de manière en effet utile. L'alimentation, le bien manger, le partager aussi un repas, même à distance, peut en faire partie. Aujourd'hui, on a par exemple des entreprises partenaires, alors ça c'est assez drôle, qui organisent des déjeuners d'équipe. Donc, pour garder le lien, alors là, on n'est plus dans le B2B, mais pour garder le lien entre les collaborateurs avec des paniers Kitok. C'est un moment d'échange entre les équipes qui se fait à distance derrière l'écran, où ils cuisinent et où ils partagent ce déjeuner ensemble. Alors, merci, on a une Là, question. j'ai vraiment digressé pour le coup. Mais... Ouais, non, mais c'est très bien, c'est parce que tu montres en fait justement à quel point ça peut… En fait, le marketing d'influence est beaucoup plus large qu'on ne le croit. En fait, en tout cas, quand on a un regard assez simple sur je vais booker des influenceurs pour faire un réseau d'articles sponsorisés globalement. Et là, en fait, on va aller beaucoup plus loin et les influenceurs sont des animateurs aussi, quoi. Il y a François qui pose une question qui est assez complexe parce que justement, on dit que tout est intégré ensemble, mais qui demande quel est le pourcentage du temps passé en growth par rapport à des actions courantes de marketing et est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour l'entreprise? Est-ce que ça génère en fait un surcoût d'avoir cette approche-là ou pas? Est-ce que tu es capable En fait, comme tu le disais, je n'oppose pas. En fait, le growth marketing est aujourd'hui partie intégrante de la manière dont on fonctionne. Donc, je n'oppose pas l'un par rapport à l'autre. Je ne calcule pas le temps passé de l'un par rapport à l'autre parce que quelque part, pour moi, c'est une manière de fonctionner. Et tu le disais, Yann, tout à l'heure, tu apprends dans le cadre, en effet, de tes formations, finalement, de ce que j'ai compris en tous les cas, à travailler différemment de ce que l'on nous a appris jusqu'à présent peut-être. Oui, c'est un état d'esprit et une manière de travailler beaucoup plus intégrée, de manière pluridisciplinaire, avec de la curiosité, le droit à l'erreur et une agilité, une réactivité pour tester vite, se planter vite, recommencer rapidement. C'est plus une manière de faire au global qu'une opposition entre deux choses, je dirais. Et en termes de coût, est-ce que tu penses que ça coûte plus cher par rapport à avant quand tu faisais du marketing? Est-ce que tu as besoin de plus de gens? Est-ce que tu as besoin de… Parce que la création de contenu, ça peut coûter de l'argent. Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose que tu rattrapes par rapport aux investissements médias que tu vas faire en moins, etc. Non, parce que comme tu le disais, de manière complètement intégrée aujourd'hui, alors je ne dirais pas comme ça, mais en tout cas, les contenus, oui. Du contenu, beaucoup de contenu, du contenu pertinent et pas du contenu pour faire joli, quoi. Enfin, pour dire qu'on en a fait. Aujourd'hui, il est intégré par les personnes qui ont les qualités et les compétences. Au sein de Kitok, on a donc une équipe Miam. L'équipe Miam, c'est celle qui conçoit les recettes avec une nutritionniste intégrée qui vérifie l'équilibre alimentaire de chacune des recettes qui est proposée. 18 nouvelles recettes chaque semaine. C'est elle qui nous produit le contenu en cohérence sur, en effet, le bien manger, les apports nutritionnels, les impacts, en effet, sur les fruits et légumes de saison ou pas. Le contenu est produit finalement par les compétences en interne de manière complètement transverse et pluridisciplinaire. Alors, bien sûr, on se fait aussi accompagner par des agences externes et autres, mais en tout cas, c'est une nouvelle manière de travailler. Et donc, tous ensemble, en effet, on a la capacité, chaque personne peut avoir la compétence pour apporter ce contenu en fonction de son expertise. Donc, ça se fait entre guillemets à iso-budget, quoi. J'ai envie de dire voilà, que je ne l'opposerai pas et je ne dirais pas que ça me coûte plus cher parce que ce qui me coûte plus, je l'économise par ailleurs en faisant différemment. Alors, donc, si j'étais annonceur, moi j'aurais… Ah, pardon, Fabien, j'ai une question un peu pour toi du coup aussi. Mais si j'étais annonceur, moi la question que je me poserais, c'est un annonceur, quelquefois, il travaille avec différentes agences. En fait, et du coup, comment je fais? On parle de façon intégrée de travailler ensemble, etc. J'imagine, Fabien, que toi, tu es confronté quelquefois à ça aussi, hein, où vous avez une agence de search qui travaille à vos côtés sur un client ou de social media, peut-être si ce n'est pas vous qui le faites, etc. Comment aujourd'hui on coordonne ces différentes actions? Comment on fait pour travailler à plusieurs justement là-dessus, quoi? Ouais, je vais d'abord répondre sur le sujet du budget, enfin plutôt apporter un complément et après je réponds à la question. Déjà, je suis entièrement d'accord avec Géraldine. Pour moi, les deux notions ne s'opposent pas. Hein. On décide de mettre sa team et sa boîte en growth marketing et donc ça englobe tout. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par le jeu de la mesure rapide, on détecte très très vite les poches qui sont pas héroïstes.
Je vais vous donner l'exemple d'une banque que je ne citerai pas, mais qu'on accompagne depuis 1 an et qui générait avant, je dirais, 85% de ses leads avec seulement 15% de son budget média. Et évidemment, il y avait probablement un petit problème. Alors, on aurait pu se dire que le reste du budget permettait de développer le branding, la notoriété. Et en fait, on a démontré que non. Ça a permis donc de finalement réattribuer la poche budgétaire qui n'était pas héroïste à des dimensions plus héroïstes et de faire des économies également. Donc, sous-entendu, le growth marketing s'autofinance parce qu'il va vraiment permettre d'aller voir quels sont les euros efficaces. Et quelque part, dans la pub, on a coutume de dire que quand on investit 2 euros, on ne sait pas quel est l'euro qui finalement génère de la performance. Bah si, avec le growth marketing, on finit par savoir quel est l'euro qui réellement génère la performance. Donc ça, c'est sur la partie budget. Ensuite, très clairement, vu qu'on est tous en phase, le growth marketing, c'est une discipline collective. Il faut travailler main dans la main et c'est le cas aussi pour les agences, c'est-à-dire qu'on a énormément de clients qui ont une agence RP, qui ont une agence d'influence qu'on ne sait pas nous, qui ont une agence, pourquoi pas, de paid média, qui ont une agence qui fait des vidéos, etc., etc. Il faut mettre tout le monde autour de la table, il faut aligner tout le monde et ça peut être le rôle de la lead agency, s'il y en a une, mais ça peut être aussi le rôle de l'annonceur qui met tout le monde autour de la table et qui dit voilà, nos objectifs c'est ça et on va tous faire des plans synergiques et travailler main dans la main. Et ce n'est pas juste se dire oui, on œuvre dans le même sens, c'est également organiser la circulation des assets produits d'un levier à l'autre. Exemple, les influenceurs. Quand on travaille les influenceurs, on peut très bien se contenter d'activer un influenceur, d'avoir son contenu qui est posté vers sa communauté et ça y est, le job est fait. Mais en réalité, en growth marketing, on négocie en amont les droits d'usage de la vidéo qui va être produite par l'influenceur et si elle est bonne, on va la remettre dans d'autres leviers, par exemple sur le site comme un témoignage de réassurance, par exemple en paid média parce que justement ça va donner une campagne hyper performante qui marche super bien et ainsi de suite. Donc on ne peut plus raisonner en silo et les différents partenaires, qu'ils soient internes ou externes, ne peuvent plus juste faire leur boulot dans leur coin, ça ne suffit plus. Et au contraire, toutes les marques qui réussissent à organiser cette circulation entre les leviers, entre les initiatives et à mettre tout le monde autour de la table, vont surperformer parce qu'elles vont réussir à dégager ces synergies interleviers. Juste, il y a quand même une question qu'il faut absolument qu'on pose. Je crois que c'est de la part de Catherine Mermet. Elle ne connaissait pas Kitok. Est-ce que c'est livré partout en France, Kitok? Voilà, pour conclure, une information importante. Est-ce que c'est dans les grandes villes ou pas? On livre partout en France et pas que dans les grandes villes. Bon, ben voilà. Et même en Corse? Mais vous avez la réponse. Voilà. Sauf sur les îles, puisque la Corse, par exemple, ne peut pas en effet être livrée encore aujourd'hui. Pas encore. J'espère que ça le sera très bientôt. On l'espère pour eux surtout. Pour répondre rapidement à 2 autres questions, en fait, il y a une question qui est, on va prendre la question la plus facile à répondre, comment mettre en place le growth marketing dans une petite entreprise. En fait, c'est presque plus facile, parce que justement, on peut aller très vite, que c'est pas forcément, ça ne demande pas forcément des gros moyens. On peut, bon, évidemment, dans une petite boîte, tout le monde fait un peu tout, donc le contenu va être produit. Aujourd'hui, je produis le contenu d'Origami notamment, je ne suis pas le seul. Par contre, encore une fois, dans une petite boîte, bizarrement, on peut assez vite se distraire de sa propre mission au départ parce qu'on va être opportuniste et on va piloter par le cash. Et du coup, quelquefois, on va se jeter dans des trucs qui sont un peu hors mission parce que ça génère du cash. Nous, pour vous donner un exemple, la mission d'Origami, c'est révéler les talents pour favoriser l'égalité des chances. À chaque fois qu'on a un projet, on a 2 axes qu'on trace sur un tableau et on place le projet sur ces 2 axes. Révéler les talents, favoriser l'égalité des chances et on ne prend que les projets qui sont dans le cadran à droite, en haut, et donc qui sont au max des 2. Donc, dans une petite boîte, au contraire, il faut faire ça, il faut juste surveiller que ce qu'on fait, parce que ça va très vite se voir si ce qu'on fait, ce n'est pas du tout dans l'objet, que ce qu'on fait, c'est particulièrement là-dedans et c'est même très adapté aux petites boîtes. Et Yann, c'est tout à fait l'enjeu du scoring dont je parlais. Alors, dans le jargon growth, on appelle ça le score ICE, pour impact, confiance, exécution, mais absolument, il faut toujours vérifier que, entre guillemets, l'hypothèse qu'on a, le test qu'on propose est cohérent avec la mission, les grands objectifs qui nous guident et ensuite que réellement ils vont apporter, je dirais, leur pierre à l'édifice.
Et François demandait comment vendre à une entreprise au fonctionnement traditionnel le concept de growth. Ça, je pense que Fabien, Géraldine est arrivée, je pense, dans une boîte qui était assez convaincue dès le départ, non? Il me semble, chez Kitok. Oui. Même si quelquefois, ça peut être encore un combat, j'imagine toujours. Oui, mais c'est souvent les boîtes un petit peu jeunes et en effet, dans une logique très food tech, c'est quelque chose d'assez intégré, d'assez naturel. Mais oui, c'est quelque chose qui se répète constamment. Mais non, j'ai pas du tout de difficulté. Fabien, comment tu fais pour convaincre le boss? J'ai envie de dire, effectivement, tout dépend aussi de la personnalité du boss et de son niveau d'ouverture. Je crois que ce qui les séduit le plus, c'est le côté on va refaire travailler les gens les uns avec les autres, avec du sens, et ils vont arriver le matin en comprenant comment leurs actions à tous contribuent à l'objectif recherché. Et encore une fois, et j'aime bien ce sujet parce que je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai un petit peu plus de 20 ans dans tous ces sujets-là. Dans les grandes boîtes, on a eu souvent tendance à finalement cloisonner, siloter, opposer les métiers les uns aux autres. Dans beaucoup de boîtes, le marketing est d'un côté et puis derrière, les gens qui développent ce qu'on appelle la technique ou l'informatique sont de l'autre. Alors, ils se parlent, hein, ils travaillent ensemble, mais plutôt dans une vision MOA, MOE. Il y en a qui décident et puis il y en a qui exécutent, etc. Le growth, c'est pas ça du tout. Le growth, c'est tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde a le droit au chapitre, a le droit d'avoir une idée. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Combinée aux réactions des autres, elle peut donner une bonne idée. Et du coup, il faut vraiment débrider l'initiative, débrider voilà, la force créative de chacun d'entre nous, de chacun des collaborateurs. Et ça, forcément, dans les moments que nous traversons, ça ne peut être qu'un argument majeur qui peut séduire pas mal de boss, comme vous dites. Et la transformation, l'accompagnement au changement qui va avec, qui peut déboucher sur des embauches justement de personnes qui peuvent apporter cette fraîcheur, qui peut déboucher sur des formations, évidemment, parce que tout le monde peut y aller. C'est pas très compliqué le growth marketing, hein. C'est un mindset, une méthodologie. Après, c'est aussi remettre les mains dans le cambouis. Trop souvent, dans les grandes boîtes, on ne met plus les mains dans le cambouis et c'est dommage. Et le growth, ce que j'adore, c'est on met les mains dans le cambouis et une heure après, on a lancé une campagne Facebook et on se dit « Waouh, j'ai fait ça, moi !» Et je suis en train de parler à des gens. Alors que quand on le voit de loin, quand on a missionné, voilà, que c'est externalisé ou c'est une autre… On se fabrique une espèce de mythologie du truc qui vraiment est hallucinante. Donc, je crois que le growth, c'est mettre les mains dans le cambouis, remettre les mains dans le cambouis. Juste en conclusion, je posais un truc un peu iconoclaste. Donc, franchement, et en toute franchise, Géraldine, Fabien, de ton point de vue, surtout vous deux, le growth, ça marche. Ah oui. Voilà. J'aurais pas accepté l'invitation si je n'étais pas convaincue. D'accord. On pourrait dire que des fois, on fait tout un tas de processus, ainsi de suite, et que finalement, à la fin, on aurait fait du search, du Facebook Ads et du machin, on ne serait pas si loin que ça. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une vraie différence de qualité et financière aussi, parce qu'à un moment, il faut quand même assurer la croissance des entreprises. Le growth, ça marche, mais ce n'est pas gratuit. C'est aussi quelque chose qu'il faut casser. Le growth, c'est pas tiens, j'ai embauché un nouveau stagiaire, il est growth hacker, justement, qui était un peu le point de départ il y a 5 ans, et il va nous rendre tous millionnaires. Ce n'est pas du tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment voilà, c'est une vision d'ensemble. Géraldine le disait tout à l'heure, c'est créer énormément de contenu. Et créer du contenu, c'est du temps, c'est de l'organisation, c'est souvent de l'argent. Donc, le growth, ce n'est pas gratuit. Par contre, le growth, c'est j'investis je gagne combien? Une des métriques, alors pour le coup, une des North Star métriques du Growth Manager, c'est le ROAS, Return on Ad Spend. Alors ça, c'est quand on fait du média, mais c'est aussi vrai pour l'influence, c'est même aussi vrai pour de la fabrication de contenu, parce que si j'ai dépensé 100 000 € pour faire 150 vidéos, j'aimerais savoir combien ça me rapporte. Donc le ROAS, c'est j'investis 1 €, ça me rapporte combien d'euros en chiffre d'affaires. Voilà. Et en growth, et ça dépend complètement des secteurs et des business, mais on commence à être content pour des ROAS au-dessus de 5, 7. Et si on peut dépasser 10, là, on commence à avoir vraiment la banane. Et puis, quand on a des cases où on est au-dessus de 20, 30, 40, là, on se dit toutes les planètes se sont alignées. Et quand on regarde très honnêtement pourquoi les planètes se sont alignées, c'est que tout était nickel de A à Z. L'histoire de la marque,
son branding, la cohérence entre ce qu'elle communique et ses actions sur l'ensemble de la chaîne, le service client, la facturation, le programme de feed, le programme d'advocacy, etc. Et donc, les ROAS extrêmement généreux, il n'y a pas de mystère, c'est quand toutes les équipes, dans toute la boîte, ont fait le job, se sont alignées et ça ne prend pas 2 mois. En réalité, voilà, un alignement de planète, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est une quête continue. Mais le jour où ça s'aligne, là, la différence, elle est juste incroyable. Donc ça marche. Yann, peut-être pour cette conférence a été donc enregistrée. Oui, alors il y a eu un Il y a petit une petite dernière question qui a été posée. Il y a l'intro qui a un peu sauté, mais elle a été enregistrée en replay. Il reste une question à laquelle on n'a pas répondu, que j'avais notée, qui est le sujet du B2B. Parce que très souvent, on se dit, mais est-ce que ça s'applique aussi au B2B? La réponse est complètement oui. Et le B2B est souvent, je dirais, encore même plus bénéficiaire du truc parce que en B2B, ce qui est compliqué, c'est d'aligner la proposition de valeur et le marketing qu'on en fait avec ce que les commerciaux vont pouvoir, je dirais, travailler comme matière quand ils récupèrent les leads. Et en réalité, le growth marketing crée un pont entre ces deux mondes et permet d'amener de la data et de l'argumentaire et de la visibilité. Alors, on appelle ça de l'ABM, hein, Account-Based Management. Désolé pour les jargons, mais en gros, on amène en plus du lead toute la matière première qui va faire que le commercial, quand il se retrouve face à son prospect, il sait exactement, avant même que le prospect ouvre la bouche, ce qu'il cherche, pourquoi, comment, dans quelle boîte il travaille, etc., etc. Donc, oui, ça marche complètement aussi pour le B2B. Super. Bon, efficacité, efficience, frugalité, sobriété, raison d'être, ça nous fait rêver. Le replay donc, sera disponible, on va le mettre sur l'événement LinkedIn. On pourra envoyer un lien vers une vidéo YouTube aussi. J'enverrai un mail, je pense, avec le lien à toutes les personnes qui participent. Une fois que ce sera compressé, donc je pense d'ici ce soir, parce que c'est un peu long là. Donc voilà, un grand merci en tout cas à tous ceux qui ont participé à la conférence. La plupart sont déjà partis, parce que je crois que tout le monde avait des choses à faire ce matin quand même. Bon confinement ce week-end et les autres jours. Et gardez tous la pêche. Voilà, gardez la pêche. Cuisinez des bons petits plats avec Kitok. Et abonnez-vous à Kitok. Voilà. Ok. Et un grand merci à tout le monde en tout cas. Ouais, merci à tous pour votre Merci à temps. vous. Merci beaucoup Géraldine Merci Géraldine. de participer à cette conférence. Bien sûr, on est tous à disposition si vous avez des questions. Je vous ai envoyé un mail, donc s'il y a des questions que vous n'avez pas posées ou vous en rappelez après, n'hésitez pas à nous recontacter. On est tous à votre disposition sur l'événement LinkedIn, par mail ou par le moyen que vous souhaitez. Et puis peut-être un prochain événement. Bien sûr. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.